emmitouflés dans leurs manteaux, le regard perdu dans le vide. Ces Ukrainiens viennent de passer l'une des pires nuits de leur vie. Quand on est arrivé ici, c'était la panique totale, l'hystérie. On était en larmes. On a peur pour nos proches, pour nos amis. On ne savait pas quoi faire, où aller, ni comment se comporter. Des habitants effrayés, bouleversés, qui se sont réfugiés dans les souterrains du métro. Certains ont réussi à emmener avec eux quelques affaires, au mieux un matelas. Mais pour beaucoup d'autres, le départ s'est fait précipitamment. On n'était pas du tout prêt à fuir. Personne ne pensait qu'il y allait vraiment avoir la guerre et qu'il s'en prendrait directement à Kiev. Je me sens fatigué et anxieux. C'est tellement inhabituel ce qui se passe. Rien de tout cela ne me semble réel. Car à plusieurs mètres au-dessus d'eux, l'impensable. Kiev est sous le feu des bombes. En pleine nuit, le ciel s'embrase, déchiré par un bruit assourdissant. Deux explosions retentissent. Les habitants qui sont restés cloîtrés chez eux observent la scène derrière leurs fenêtres. Selon les autorités ukrainiennes, il s'agirait d'un avion ennemi abattu en plein vol, dont les débris sont retombés ici, dans ce quartier résidentiel du sud-est de la capitale. Malgré l'intervention des pompiers, l'immeuble, en flammes, est défiguré. Plus de balcons, quasiment plus de façade non plus. À peine le jour levé, comme un miraculé au milieu de ce chaos ambiant, cet homme, effondré, découvre les dégâts immenses et les gravats qui l'entourent. À l'intérieur, les appartements sont éventrés. Attention en bas, je jette la fenêtre. Oksana nous emmène dans sa chambre, là où elle se trouvait quand la déflagration l'a littéralement jetée hors de son lit. J'ai été projetée à 3 mètres ici, dans ce couloir. Il y avait du verre brisé partout et beaucoup de bruit venant de la rue. J'ai eu peur. J'ai commencé à ramper sur le sol. J'avais peur de relever la tête. Je pensais que des soldats armés étaient là parce que j'entendais des bruits qui ressemblaient à des coups de feu. Une nuit d'horreur. En à peine 24 heures, l'Ukraine a basculé dans la guerre. Au rythme des sirènes et des alertes, les rues de la ville se sont vidées. Il ne reste que ces hommes en uniforme en train de courir. À quelques mètres d'eux, sur cette grande artère, ce sont des journalistes américains qui fuient. Russians on the way. Quick. Come on. Let's go, 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 go. Go. L'inquiétude est palpable. Car par endroits, en plein milieu de la rue, un missile, ici qui n'a pas réussi à exploser, est planté dans le sol. Le signe que l'armée russe se rapproche. Elle a déjà réussi à s'emparer de l'aéroport d'Hostomel, à 25 km de là. Une nuée d'hélicoptères
pour une prise de guerre stratégique. Car c'est par là que le Kremlin pourrait acheminer ses troupes jusqu'aux portes de la capitale. Il y a de la fumée, ils nous ont bombardés. Il y a nos maisons juste à côté. On a dû s'enfuir, mais on ne sait pas où aller. On ne sait pas du tout où aller. Il n'y a plus personne pour nous protéger. Il n'y a que des troupes russes. Plus à l'est, c'est un pont recouvert de débris qui a été détruit. Au nord, c'est le site de Tchernobyl qui est désormais sous contrôle russe. Kiev semble encerclée, comme prise au piège. À l'image de l'Ukraine tout entière. Depuis la déclaration de guerre de Vladimir Poutine en direct à la télévision, les chars russes arrivent de partout. Par le nord, ici à la frontière avec la Biélorussie, mais aussi par le sud, via la Crimée, direction Kherson. Cet automobiliste filme la route quand d'un seul coup, il se retrouve pris dans une explosion, à quelques mètres à peine de sa voiture. Dans le fossé, les véhicules de l'armée ukrainienne encore fumants sont laissés à l'abandon. Pour aider les soldats, les civils ukrainiens sont donc appelés eux aussi à prendre les armes. Des cours sont proposés, mais devant l'urgence de la situation, parfois, certains n'ont même pas le temps de les suivre avant d'être équipés. On nous a donné des armes en tant que volontaires militaires. Mais maintenant, la situation est telle qu'on n'attend même pas d'être convoqués. Dans le Donbass, à Donetsk, les volontaires affluent, spontanément. Ma famille ne sait pas encore que je me suis engagé, ils le découvriront ce soir. Des familles qui, dans cette région, connaissent la guerre depuis 8 ans. Vous êtes les vrais défenseurs, et c'est le moment. Votre aide est indispensable pour protéger notre terre, nos familles. Yelena n'avait jamais connu ça. Les gravats, les destructions en masse et les bombardements entendus au loin. Je n'ai jamais vu de telles choses auparavant. Oui, en 2014, il y a eu des affrontements, mais pas comme ça. À aucun moment jusque-là, elle n'avait eu l'intention de quitter son pays. Mais aujourd'hui, les événements récents la poussent, comme beaucoup, à réfléchir différemment. Sur le quai de la gare de Kostiantynivka, à environ 80 km de là, les trains font le plein. Nous, on a hésité. On était très partagés pour savoir si ça vaut le coup de partir ou pas. Mais on va déjà partir un week-end loin d'ici pour voir. On n'était pas partis en 2014, mais cette fois on a décidé de bouger tout de suite et on verra ensuite. Mais là, on est trop près de la ligne de front. C'est trop dangereux. Par le train, mais aussi par la route, des milliers d'Ukrainiens s'enfuient. L'une de nos équipes, présente à Kharkiv, dans le nord du pays, a pris la direction de l'ouest. Et sur son chemin, elle a croisé ce couple en partance pour Poltava. Tous les deux viennent de se marier il y a tout juste un an. Ils viennent d'emménager dans leur appartement tout neuf. Une nouvelle vie qu'ils espèrent retrouver rapidement. Mais en attendant, pas question de rester sous les bombes. On part parce que je ne veux pas que mon mari aille se battre.
J'ai besoin de lui près de moi pour le reste de ma vie. Cette politique d'obliger les jeunes à se mobiliser pour le combat est totalement stupide. Oui, c'est important de défendre notre pays, mais je ne pense pas qu'on y arrivera. Un pessimisme ambiant. Il n'y a aucun endroit pour moi où aller. Je roule et j'essaye de mettre ma famille à l'abri le plus loin possible. S'échapper à tout prix. Le plus loin possible de la frontière russe. Quitte à être coincé des heures dans des embouteillages monstres. Ou à partir à pied, comme Sandor et sa famille. On n'a aucune idée de ce qui peut arriver. Ils peuvent peut-être fermer la frontière. On va essayer de trouver un abri, mais on ne peut pas faire grand-chose de plus. Nous, on va aller chez des parents en Hongrie, mais c'est loin. On a un enfant. Nous encore, on est des adultes, on peut se débrouiller, mais les enfants, c'est compliqué. On a tout laissé derrière nous. Un déracinement total. Direction ici la Hongrie. Ou là, la Pologne. Pour ce père de famille, c'est le soulagement. Après pratiquement 30 heures d'attente, il retrouve enfin ses 2 filles, qu'il peut serrer dans ses bras. Moi, j'étais ici, mais toute ma famille était encore en Ukraine. Dès que les premières bombes sont tombées, j'ai appelé chez moi pour leur dire de préparer leurs affaires et de prendre la route. Et même pendant le voyage, les bombes continuaient de tomber. Merci, mon Dieu. Merci. À peine arrivé, une fois les contrôles effectués, ces réfugiés sont pris en charge, nourris. Puis hébergés dans des centres d'accueil comme ici dans cette gare. Beaucoup ont laissé des proches derrière eux, alors immédiatement, ils essayent de prendre de leurs nouvelles. Je me sens en sécurité, même si d'ici je ne peux pas vraiment aider mes parents et mes amis, et je sais que beaucoup d'entre eux sont en danger. Ma vie a changé du tout au tout en une demi-journée. Mais je suis très heureuse de savoir que nous avons un endroit où aller. Certaines personnes n'ont aucun endroit où aller pour se réfugier, et c'est un problème terrible. Selon le haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés, plus de 50 000 personnes ont déjà quitté l'Ukraine.